bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alors aujourd'hui, Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous avons invité un professeur à Sciences Po, spécialiste du Maghreb, et nous allons parler du Maroc. Absolument. Et donc, M. Kader Abderrahim est là pour ça, et je vous laisse échanger avec lui. Merci. Ben oui, on a la chance d'avoir un spécialiste. Vous avez du Maghreb et du Maroc. Or, vous savez qu'on a fait une émission récemment sur l'Algérie. Là, on a pensé que c'était intéressant de regarder l'autre pays du Maghreb qui est passionnant parce qu'il vit actuellement une mutation, un développement très intéressant et qui va compter dans le futur pour de multiples raisons, c'est le Maroc. Alors, pour parler du Maroc, il faut des spécialistes, évidemment, parce que c'est un pays complexe, il faut bien le dire, et un pays qui vient de vivre toute une série, je dirais, d'événements. Et je voudrais juste, avant de commencer, rappeler deux choses. Vous savez qu'il y a d'une part ce problème, on y viendra, on en parlera, de l'ancien Sahara espagnol, IFNI, comme on l'appelait à l'époque, qui fut par une marche verte organisée par le roi Hassan II, qui a été occupé par les Marocains, et c'est en conflit permanent entre l'Algérie et le Maroc à travers le front Polisario. Bon, on évoquera ça par toutes les conséquences que ça peut avoir entre ces deux pays. Mais avant, il y a surtout quelque chose qui a deux aspects qui me paraissent fondamentaux. Un, c'est ce qu'on appelle les accords d'Abraham qui ont été faits à l'époque sous le président Trump entre les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, entre Israël, les Émirats, la Jordanie, où il y a eu un accord de paix et qui a été fait, négocié et qui a été signé, et dans lequel le Maroc est rentré. Ce qui fait que le Maroc aujourd'hui, d'un côté, il a maintenant une ouverture beaucoup plus forte qu'avant vers les États-Unis, puisqu'il participe à cet accord, mais également de l'autre côté, et on va en parler parce que ça veut dire qu'il y a maintenant des relations avec Israël qui n'existaient pas avant. Et le deuxième volet, c'est la politique du roi Mohamed VI vers l'Afrique, parce que, comme on a eu l'occasion d'en parler dans plusieurs émissions sur l'Afrique, le Maroc est en train de remplacer les Français dans beaucoup de domaines sur l'Afrique francophone, en particulier pour les gros investissements et pour les banques. Donc, c'est un pays passionnant parce qu'il est en train de bouger. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir en parler avec un expert. Alors, je me retourne vers vous. On vous remercie encore d'avoir accepté de venir participer à cette émission pour que, justement, on commence en parlant justement de cette mutation, ce développement du Maroc, tout azimut, si vous voulez, à un moment où, par contre, la France est en train de perdre complètement pied au Maroc parce que, visiblement, la politique française s'intéresse beaucoup plus à l'Algérie qu'au Maroc. Alors, ce Maroc qui bouge, comment il bouge? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a une question générationnelle et puis il y a un contexte historique. Le changement dynastique après la disparition du roi Hassan II, l'arrivée de Mohamed VI sur le trône, un homme jeune, ouvert sur son temps, sur son époque, capable de voir aussi et de mettre en œuvre des politiques favorables à son pays pour comprendre quels sont les défis auxquels le Maroc est confronté, mais également les difficultés auxquelles il doit faire face. Ça a été pris à bras-le-corps avec l'arrivée de toute une génération plutôt très bien formée, compétente, plutôt nationaliste, en tout cas, qui fait le choix de revenir au Maroc et pas de rester aux États-Unis, en Asie ou autre. Et donc, je crois qu'il y a cet élément générationnel qui est important. Et puis, il y a le contexte historique. Le contexte historique, c'est la fin de la guerre froide, cet entre-deux qui est l'hyperpuissance américaine, même si nos amis américains n'aiment pas qu'on leur rappelle, mais également une Chine dont l'ascension sur le plan international et géostratégique devient une réalité avec laquelle il faut composer. Donc tout cela, dans l'entourage du roi et le roi lui-même, comprennent qu'il y a des questions qui sont posées et qui ne se posaient pas avec son père, son prédécesseur sur le trône. Donc tout cela est à prendre en considération.
Dans ce contexte, dans ce cadre précis tel que je viens de le décrire, même si c'est un peu lapidaire, il y a évidemment, quoi qu'il arrive, même si c'est un Maroc triomphant, on ne change pas la géographie. Le Maroc est au Maghreb. Le Maroc, c'est un peu comme la Californie au sens de la géographie. Vous voyez cette double façade maritime, la Méditerranée au nord, l'Atlantique à l'ouest, un espace saharien au sud, des plaines fertiles dans le centre du pays. Donc ça ressemble considérablement à la Californie sur le plan de la géographie, hein, fais attention à bien être compris. Et puis la population un peu identique, 45 millions d'habitants en Californie, 35, 37 au Maroc. Donc c'est sensiblement la même chose, donc on pourrait faire ce parallèle. Ça me permet aussi de faire une petite incise pour rappeler que à travers l'histoire, le Maroc est le premier pays au monde, c'est dire si c'est un État très ancien, voire le plus vieil État au monde, à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Donc il y a toujours eu ce débat au Maroc. Vous avez raison, je vous arrête une seconde. Vous avez raison parce que ça c'est quelque chose, je l'ai entendu aux États-Unis, dans les sphères officielles, où un jour je leur disais la France a été formidable, on a fait la guerre avec vous, la guerre d'indépendance et tout, et ils m'ont dit oui, mais il y a un pays qui nous a reconnus, le Maroc. Oui, c'est le premier Le pays royaume du Maroc. Premier pays au ça, monde. Alors, après, on a oublié tout ça, mais maintenant, avec les accords d'Abraham, maintenant, justement, les liens avec le Maroc et les États-Unis, les liens sont en train de se développer de plus en plus vite. Là, hein. Déjà, il y en avait, mais alors là... Je pense qu'il faut puiser dans l'histoire la raison, les motivations qui ont conduit à ces accords d'Abraham, cette relation donc très ancienne, hein, qui date de la fin du XVIIe siècle, avec les États-Unis. Donc il y a toujours eu ce débat au Maroc entre est-ce que nous sommes plutôt des gens qui regardent vers le large, ou est-ce que nous sommes ancrés de là où nous sommes plutôt des Sahariens. Il y a ce débat. Il semble aujourd'hui que la question, pour un temps en tout cas, hein, puisqu'on est dans un momentum historique, qui est qu'à travers les accords d'Abraham, on se tourne plutôt vers le large, mais on peut aussi l'expliquer par le fait que la relation bilatérale avec le voisin de l'Ouest et l'Algérie est absolument catastrophique et devenue même maintenant inexistante. Donc tous les espoirs que le Maroc a pu placer dans une éventuelle intégration régionale avec une union du Maghreb arabe, avec un développement des échanges économiques, commerciaux, aujourd'hui sont totalement inexistants et probablement mis entre parenthèses pour longtemps. Donc voilà, brosser très rapidement le contexte historique. Tout à fait. Mais alors justement, une question qu'on peut se poser, elle est peut-être un peu iconoclaste, mais une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce mouvement stratégique du Maroc vers l'Amérique, vers la Chine, cet élargissement, je dirais, est-ce que c'est pas aussi dû est-ce que c'est pas, en définitive, une prise d'indépendance totale par rapport à la France qui, elle, est en train de tendre les relations avec le Maroc depuis un certain nombre d'années et qui fait que, nos relations étant beaucoup moins bonnes, le pays frère, en définitive, on a beaucoup moins de relations et donc ça les encourage à aller ailleurs aussi. Est-ce qu'on n'est pas aussi en partie responsable de ce choix stratégique qui est tout à fait justifié du Royaume du Maroc? Les rapports de force, ce n'est pas quelque chose de figé, ça évolue, c'est mouvant. Nous sommes aujourd'hui dans un moment de l'histoire, notamment sur le continent européen, qui vont probablement faire évoluer les rapports de force. Alors, est-ce qu'il sortira de la guerre en Ukraine un nouvel ordre international ? Est-ce que la Chine devient définitivement le numéro 1 mondial, à la fois sur le plan stratégique, mais également économique ? Enfin bon, tout cela, ce sont encore on voit assez bien l'architecture générale que les choses pourraient prendre. Pour autant, je pense qu'on va vers un monde qui va être coupé au moins en 2, 3, peut-être 4. Enfin bref, la fragmentation des relations internationales a conduit le Maroc à se dire mais bon, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier
pour faire allusion à un adage bien français qu'on aime dans les campagnes. Et donc, la diversification des partenariats diplomatiques du Maroc pour préserver ses intérêts, mais également pour ne pas insulter l'avenir, je crois qu'il a commencé au tout début du Covid. On a vu que le Maroc ne s'est pas précipité pour obtenir rapidement le vaccin français. Mais on a dit oui, si vous avez des vaccins en France, on prend. Et puis on est allé voir les Chinois, et puis les Russes, et puis on a testé, et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qui est le plus efficace? Je crois que c'est le maître mot qui, aujourd'hui, devrait guider les relations internationales. Quand on est un pays petit, quelle que soit l'histoire, avec des moyens limités, et qu'on est enclavé au sens de la diplomatie, comme c'est le cas du Maroc, alors il vaut mieux se préserver en diversifiant ses partenariats, même si je crois qu'il y a, est-ce que je peux me permettre de porter un jugement de valeur, mais il y a une erreur historique de la part de la France à considérer qu'aujourd'hui les choses se passent ailleurs. Lorsque je dis ailleurs, c'est très loin de chez nous, c'est en Asie. Peut-être que le basculement du monde se fera vers l'Asie. J'en sais rien, là aussi je pose des questions. Dans le fond, finalement, ce sont les questions qui nous permettent d'imaginer ce que peut être, de faire de la prospective ou ce que peut être un avenir à court terme. Mais pour revenir à ce que je disais, dans le cas du Maroc, il est inimaginable que la relation avec la France soit rompue brutalement du jour au lendemain. C'est pas possible, c'est pas audible et c'est pas faisable tout simplement. Il y a 38 entreprises du CAC 40 françaises qui ont investi, qui sont présentes au Maroc. Exactement. Il y a aujourd'hui 65-70 000 Français qui vivent au Maroc en permanence. Donc il y a un lien quasi charnel comme avec le Maghreb en général, mais dans le cas du Maroc, il est aussi et diplomatique, et politique, et commercial, et économique. Donc ça fait beaucoup de plus pour maintenir à minima une relation. La question c'est, et là je la pose à dessein, mais elle se pose à nous, Français, quel est notre projet ? Que voulons-nous faire ? Que voulons-nous construire pour ce 21e siècle naissant dans cette relation avec le Maghreb, compte tenu de tous les impondérables que nous venons d'évoquer ? Pour aller dans votre sens, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que quand on regarde le nombre d'entreprises françaises qui ont investi de manière importante en Algérie, au Maroc, on voit que le Maroc fait la course en tête. Au niveau des investissements français, c'est très important. On voit que la population, les Français qui vivent en permanence, qui sont résidents au Maroc, ou qui sont installés au Maroc, il y en a un grand nombre également. Sans parler de ceux qui vont y passer leurs vacances et qui pensent leur retraite, puisqu'il y a des villes comme Agadir ou autres où il y a énormément de Français. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas, alors je ne vais pas faire de la politique française, puisque vous souhaitez qu'on parle du Maroc, mais est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si, en définitive, en France, le politique a compris que nos intérêts économiques, aujourd'hui, ils sont majoritairement du côté du Maroc. Et donc, il faudrait peut-être en tenir compte dans les relations qu'on peut avoir. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que je constate que dans le même temps, les Espagnols sont en train de monter en puissance avec le Maroc de manière très importante, à tout point de vue. Il y a des accords dans tous les sens entre le Maroc et l'Espagne, et que donc il faudrait quand même, je pense qu'il serait dommage que cette position française importante que nous avons historiquement au Maroc soit peu à peu remplacée par une influence européenne de l'Espagne, tout alors derrière avec ce que vous venez d'évoquer sur les conséquences de la paix après l'Ukraine et les rapports de force qui peuvent exister. Mais je voudrais aller, derrière ça, je voudrais aller sur un autre point, parce que là, j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue. C'est dans le fameux accord d'Abraham, l'accord avec Israël. Bon,
Le Maroc, c'est un pays assez particulier puisque effectivement il y avait une population juive importante au Maroc. Une partie est partie en Israël. Et il y a eu d'ailleurs au départ, quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu des heurts entre les Askénazes, les Juifs qui venaient du nord de l'Europe, et puis les Séfarades qui venaient en particulier du Maroc. Donc il y a eu des heurts. Mais aujourd'hui, tout ça s'est arrangé au niveau d'Israël. Mais l'accord qui vient d'être passé, l'accord d'Abraham, fait que les Israéliens reviennent en force maintenant vers le Maroc. Donc comment vous voyez ça? Vous pensez que ça va créer effectivement... Parce que le Maroc avait des liens avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats. Il y avait les princes, les émirs, les cheikhs avaient investi au Maroc. On voit beaucoup de palais, il y avait fait des investissements économiques. Qu'est-ce qui va se passer avec Israël? On est clairement dans un processus de mondialisation des relations internationales, un peu caricatural quand on parle là du Maghreb et du Maroc en particulier, et de la relation singulière qu'il y a entre le Royaume du Maroc et les Juifs du Maroc ou leurs descendants qui ont gardé à tout le moins une affection très particulière, des émotions, je dirais, et aujourd'hui, il y a un débouché politique. Alors, moi qui vais très souvent au Maroc, je ne constate pas, je ne vois pas, et on ne me raconte pas non plus que pour le moment, mais c'est sans doute beaucoup trop tôt, il y ait un prolongement économique concret, ça ne bouge visible. pas encore par là, sur le Maroc. Ouais. Pas encore. Alors qu'on le voit, par viendra. exemple, sur les Émirats. Sur les Émirats, c'est fascinant. Tous les hôtels, les grands hôtels des Émirats sont monopolisés par les Israéliens qui commencent à développer des liens d'affaires. Donc on n'est pas encore arrivé de ce côté-là, on n'est pas encore arrivé là. Il y a un tourisme israélien, notamment de Juifs du Maroc, qui reviennent dans leur ville, dans leur village. Bon, évidemment, mais il a toujours existé, même s'il y a eu parfois des périodes de tension, compte tenu de la situation aussi au Proche-Orient. Mais immanquablement, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Alors, c'est en train de se construire dans un contexte difficile, parce qu'il y a la guerre en Ukraine qui, aujourd'hui, mobilise les efforts et les esprits. Probablement, les choses évolueront. Dans quel sens? Évidemment, je suis incapable de le dire, mais pour Israël, c'est essentiel parce que ça permet de desserrer. Oui, c'est comme si on était... C'est un pays qui a toujours été pris dans une cotte de maille, quoi. Ouais. Et donc, cette cotte de maille, aujourd'hui, Israël a la capacité de déboutonner, d'ouvrir. Et donc, c'est très important. La déclaration, ça n'a pas été relevé, ça non plus, de l'ancien ministre des Affaires étrangères saoudien le 17 décembre, qui disait « c'est qu'une question de temps pour que mon pays ne reconnaisse Israël », est absolument essentiel. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que symboliquement, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit des musulmans? Puisque l'Arabie saoudite, c'est le pays qui abrite les lieux saints de la Mecque. Oui. Qu'est-ce qui va se produire? Donc on a un double enjeu qui est diplomatique, de relations internationales, un enjeu qui est de politique intérieure. Est-ce que toute la famille princière est favorable à cette reconnaissance claire, nette, massive? Et troisièmement, nous avons un problème dont on ne parle jamais, qui est une question démographique. Aujourd'hui, les Arabes dans l'islam sont très minoritaires. Ils représentent 4 à 7%. La majorité des musulmans dans le monde sont asiatiques. C'est une dimension qui va probablement jouer en faveur d'un certain nombre de pays asiatiques. La Chine pourrait l'exploiter à condition qu'elle accepte de desserrer l'étau dans ces provinces de l'Est et notamment sur les Ouïghours, mais pas seulement. Mais bon, rien que la Chine, par exemple, c'est 80, 100, 150 millions de musulmans. C'est considérable. Ça en fait le 2e ou 3e pays musulman aujourd'hui au monde, derrière le Nigeria ou l'Indonésie. L'Indonésie, vous parliez de l'Asie, l'Indonésie est la plus grande puissance actuellement. Elle va passer dans les 10 premières puissances mondiales, l'Indonésie, donc c'est pas rien. Hein. Elle va nous passer devant dans les 20 ans qui viennent, l'Indonésie, et même dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est un pays qui est musulman.
et on est à près de 300 millions d'individus. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres, vous avez tout à fait raison de le souligner. Or, il faut regarder, parce que ça, c'est aussi, je trouve, une bonne réponse à tous ceux qui critiquent un peu ce qui se passe dans le Moyen-Orient ou dans le Maghreb. Il faut devoir regarder l'Indonésie, pays musulman, ça se passe très bien. Hein. Il y a eu des problèmes dans une zone, mais elle est parfaitement contrôlée, mais tout le reste, ça se passe très très bien. Pays à développement formidable. Et candidat pour entrer au BRICS, donc dans les pays en émergence, qui est actuellement estimé 9e ou 10e puissance mondiale. On est 7e, je vous rappelle. Et dans les 10 ans à venir, ils vont nous passer devant. Il y a des paradigmes nouveaux qui sont en train d'émerger, dont on ne voit pas encore quelle place ils pourraient prendre dans cette nouvelle architecture, encore une fois, post-guerre en Ukraine. Et il me semble qu'un pays comme le Maroc, par exemple, voit bien tous les enjeux. Ouais. Il essaie de se positionner et d'y répondre de manière à préserver ses intérêts. Et puis l'autre dimension que je voudrais aborder, c'est que la relation aujourd'hui au Maghreb est totalement dégradée, notamment avec l'Algérie, mais elle n'est pas meilleure avec la Tunisie, parce que la Tunisie, ces derniers mois, s'est considérablement rapprochée de l'Algérie pour des raisons financières, économiques. Il faut payer des fonctionnaires. Et c'est un pays qui est dans une situation économique, la Tunisie, absolument dramatique. La question du Sahara reste, et ou bien revient, je ne sais pas comment il faudra le dire, revient au cœur, au centre de tous les débats diplomatiques dans cette région du monde. Et il me semble que puisque le président de la République française a une relation aujourd'hui privilégiée avec son homologue algérien, qu'il doit aller en visite officielle au Maroc au cours de ce trimestre, je crois que ce serait aussi la grandeur de la France de tenter de jouer les intermédiaires entre les uns et les autres sur cette question du Sahara. Parce qu'une fois qu'on sera... Vous savez, il faut entrer dans un processus vertueux. Le processus vertueux, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du pétrole, c'est le dialogue. Il faut se parler. Or, maintenant, c'est terminé. Le dialogue est rompu entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est une tragédie absolue. Oui, mais j'allais vous dire, justement, parce que on voit aujourd'hui, on les voit prendre des positions de bellicistes les uns contre les autres, c'est très grave. Et la question qu'on peut se poser, c'est, au départ, c'était une histoire, bon, les Sahraouis étaient concernés, bien entendu, mais en dehors de ça, c'était plutôt une histoire politique entre les dirigeants du royaume et les dirigeants algériens. On a l'impression, quand on regarde ce qui se passe, que c'est en train de descendre dans la population et qu'il y a des partis pris qui commencent à descendre et à je dirais, s'étendre dans la population d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ça, parce que ça aussi, c'est grave. Tant que ça reste au niveau des politiques, on peut trouver des accords, on arrive toujours à trouver quelque chose. Quand la population se sent concernée et commence à s'impliquer, c'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions. Il y a un sentiment effectivement anti qui est en train de se développer et c'est ce que je trouve, que je considère comme étant la véritable nouveauté et qui est très inquiétante parce que à court terme, cela obère toutes les perspectives de rapprochement. Et sur le moyen terme, où il pourrait avoir des projets en commun, on ne voit pas comment aujourd'hui, plus personne, quel que soit le pays, ne peut faire contre son opinion. Oui, s'il n'y a pas une adhésion des opinions, rien ne fonctionne. Et là, on est quand même dans une région très tourmentée, qui est encore très travaillée par le terrorisme au Sahara, au Sahel, avec l'expansion, avec ce qui s'est passé en Libye, la fragmentation de ce pays, la dislocation de tout un espace géographique c'est clair. Qui va de l'Atlantique quasiment jusqu'au Golfe. Et par conséquent, si les populations au Maroc ou en Algérie ne comprennent pas ou ne veulent plus comprendre qu'aujourd'hui, leur intérêt, c'est une intégration du Maghreb intégrale, alors tout simplement parce qu'on est plus fort quand on va parler avec la France ou l'Union européenne, quand on est 5 ou 3, que quand on y va tout seul. Il y a aussi cette dimension de rapport de force. Comment j'installe une nouvelle relation qui tient compte
de l'évolution des rapports de force mondiaux si moi-même, je n'ai pas cette capacité à pouvoir dire « je veux ça ». Et puis on va l'obtenir parce qu'on est 5. Et on discute et on négocie pied à pied. Or, aujourd'hui, l'isolement du Maghreb sur le plan géostratégique fait qu'il est une proie facile pour beaucoup d'États de puissance régionale. Je pense ici à la Turquie, la Russie qui est installée militairement. On verra si elle peut se développer. Mais en tout cas, la dislocation de la Libye a provoqué aussi dans l'esprit des Maghrébins en général et des dirigeants en particulier, a provoqué une prise de conscience sur le mode il faut toujours être avec le plus fort. Dans le fond, ce que l'on appelle la civilisation, comme disait Hobbes, c'est un vernis. Et ce sont les rapports de force qui dirigent toujours on revient et partout toujours au à rapport travers de cette force. histoire. On revient toujours au rapport de force. Les rapports de puissance sont la clé des relations internationales et des relations tout court. Hein. Peu d'évolution. Malheureusement, mais Très c'est peu. comme ça. Très La peu civilisation d'évolution. n'a rien changé. Hein. Je voulais revenir sur un point, c'est le fait que, effectivement, l'Algérie bénéficie d'une richesse en pétrolière et gazière très importante, que n'a pas le Maroc, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on voit effectivement les Algériens couplent l'arrivée du gaz ou du pétrole vers le Maroc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne peut pas arranger les relations. Même si ça pousse les Marocains à travailler avec les États du Golfe, de travailler avec les Américains, on revient à toute une stratégie, même qui se passe en Europe aujourd'hui, avec la fin du gaz russe. Mais alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé ces derniers temps, c'était de voir comment le Maroc, avec l'Afrique francophone, et anglophone d'ailleurs, hein, était en train d'essayer de passer un accord avec le Nigeria pour s'approvisionner justement en pétrole et en gaz depuis le Nigeria par un pipeline financé par les banques marocaines, entre autres, hein, et qui permettrait en définitive de, non seulement ça crée des passerelles très fortes avec l'Afrique francophone, mais en même temps, ça permettrait au Maroc une indépendance énergétique qu'elle n'a pas aujourd'hui. Oui, en effet, il y a dans le redéploiement du Maroc vers l'Afrique, il y a cette volonté sur le plan géopolitique de se réapproprier son espace stratégique, qui est son espace naturel. Le Maroc a beau être à seulement 13 ou 14 kilomètres de l'Espagne, séparée par le détroit de Gibraltar, elle reste un pays du Maghreb et un État africain. Et donc, c'était le royaume de Fès hein, qui descendait jusqu'au Sénégal, hein, alors, en 900, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a de l'histoire toujours qui pèse effectivement. Hein. Et par conséquent, je pense que d'abord, cette stratégie a été très bien conçue. Elle est mise en œuvre avec toutes les vicissitudes et les difficultés qu'on peut connaître parce que travailler dans un espace qui est aujourd'hui dans lequel beaucoup d'États sont faillis et dans lesquels les administrations ne sont pas toujours aussi efficientes que ce que l'on peut trouver ailleurs, notamment vers le nord de l'Afrique ou bien en Europe, évidemment. Donc, mais peu importe. En tout cas, il y a une visibilité depuis une quinzaine d'années du Maroc en tant qu'économie et puis en tant que nouvelle puissance africaine qui, dans le concert des nations, aujourd'hui, après son retour au sein de l'Union africaine, devient un pays qui compte. Royal Maroc, qui rachète Air Sénégal, qui rachète de nombreuses compagnies aériennes régionales en Afrique de l'Ouest parce qu'elles sont en grande difficulté, les banques, les assurances, toutes les technologies de l'information, tout cela, ce sont des vecteurs à partir desquels le Maroc, ou sur lesquels le Maroc s'est appuyé pour progressivement construire sa présence en Afrique de l'Ouest et au Sahara. Mais aujourd'hui, il y a une donnée nouvelle, encore une fois, compte tenu de la guerre en Ukraine, comment vont réagir. Alors l'Afrique est dans une situation quand même particulièrement embarrassante. Lors du débat sur les sanctions contre la Russie au mois de mars 2022, 17 États africains se sont abstenus. Le Maroc est allé faire un tour. L'Algérie était absente. Donc, et donc,
ça met aussi, je fais cette parenthèse quand même, parce que ça nous permet de prendre enfin ça me permet moi, de prendre en flagrant délit des États qui se sont, pour beaucoup, construits sur cette idée simple de la réappropriation de la souveraineté. Oui. On ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. Ça, c'est l'article 4 de la Charte de l'Union africaine. Oui. Et 2, le respect absolu. L'Algérie, notamment, est un des pays leaders avec le Nigeria sur ces sujets-là. On ne touche pas aux frontières et à la souveraineté des États. Or, aujourd'hui, l'Algérie notamment, mais pas seulement l'Algérie, beaucoup d'autres pays africains ont la possibilité de dire bon, même si on peut comprendre, on n'est pas d'accord. C'est ce qu'a fait Xi Jinping lors du sommet de Samarcande au mois de novembre. Il a dit bon, peut-être qu'on est d'accord avec toi pour casser l'hégémonie occidentale en parlant à Vladimir Poutine, mais on n'est pas d'accord avec la méthode. Parce que nous, pays du tiers-monde, longtemps occupés, nous avons subi le joug colonial. Et donc, ça les met en contradiction avec leur propre discours, mais surtout, et c'est ça le plus important, surtout, ça les met en porte-à-faux vis-à-vis de leur population et de leurs opinions. C'est ça qui est aujourd'hui extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un réveil d'un certain nombre d'intellectuels. Quand on lit la presse en Afrique, et ça francophone ou anglophone, il y a un certain nombre d'intellectuels qui disent qu'il faut renouveler le discours, renouveler la pratique et se doter d'un véritable projet. Et à quelque chose, malheur est bon, on verra, mais peut-être que cette guerre en Ukraine permettra de rebattre les cartes pour un certain nombre de pays. Et je crois que le Maroc a une carte à jouer. C'est un des plus vieux États au monde, plus de 1300 ans. C'est une histoire ancestrale. C'est un pays qui, aujourd'hui, a une capacité à comprendre et à réagir. Comprendre comment je défends mes intérêts et puis mettre en œuvre des politiques qui s'accompagnent de moyens pour faire face aux nouveaux défis. Et on est exactement dans ce momentum. Alors on est, comme disent les anglo-saxons, in process, quoi. C'est en cours. Hein. Donc c'est difficile, on ne peut en tout cas pour moi, je suis condamné à regarder, à écouter, à lire et à essayer de formuler des analyses qui soient un peu intelligibles pour envisager l'avenir à court terme. Alors justement, vous avez indiscutablement au Maroc actuellement l'équipe dirigeante, le roi et le Majlis et l'équipe dirigeante, ils ont une stratégie qu'ils mettent en œuvre et que vous disiez, là il y a un projet, il y a un axe et qui suivent. Mais alors comment, au niveau politique, au niveau de la population marocaine, est-ce que les gens adhèrent? Il n'y a pas d'opposition ou de contestation. Je dirais presque, c'est dommage. Parce que dans le fond, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus de partis politiques comme beaucoup de, pas partout, mais comme dans beaucoup de pays. Je ne vise personne, mais nous ne sommes pas épargnés, nous non plus. Et dans le fond, il n'y a plus les débats, les frictions idéologiques, projet contre projet, qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années, ou qu'on pouvait voir, entendre, lire. Aujourd'hui, non. Et donc, il y a une exposition, peut-être même une surexposition de l'institution monarchique qui fait que dans la mesure où évidemment c'est le roi qui incarne le Maroc et que le Premier ministre est là pour mettre en œuvre peu ou prou la politique décidée au palais, il y a peu de contradictions, très peu de débats. Et par conséquent, je pense que ça, c'est peut-être le hiatus à partir duquel ou sur lequel, je ne sais pas, pourrait éventuellement naître une opposition. Et encore, même si cette opposition parvient à s'organiser et à se structurer du point de vue opposition au sens le projet, il faut aussi qu'elle s'organise sur le plan idéologique. Qu'est-ce qu'elle veut incarner ? Qu'est-ce qu'elle veut représenter ? Aujourd'hui, on voit bien, notamment en Europe, qu'on est
tout le monde est à la recherche de la martingale Oui. et qu'on n'a pas encore trouvé comment on se renouvelle. C'est une phase, pour moi en tout cas, qui suis chercheur, c'est une phase passionnante, mais à bien des égards, qui est aussi inquiétante. Et là, les populations peuvent avoir des réactions, parfois même des comportements qui sont irrationnels. Mais dans le cas du Maroc, le redéploiement vers l'Afrique, je crois que les Marocains ont bien compris que c'était un enjeu important, encore une fois, compte tenu du fait que la relation avec l'Algérie est aujourd'hui mise entre parenthèses, à tout le moins, pour de nombreuses années. Donc je lance à nouveau un appel au président de la République, Emmanuel Macron, puisqu'il va au Maroc. Je crois que la France a un rôle à jouer. Avoir un rôle à jouer là. On pourrait, oui, puisque nous sommes dans cette capacité à pouvoir parler aux uns et aux autres, même si la position de la France est connue, elle n'est pas hostile aux thèses du Maroc sur la question du Sahara, mais elle ne peut pas non plus Elle ne veut pas prendre parti. Oui, puis elle ne peut pas être en deçà des résolutions onusiennes. On est membre permanent du Conseil de sécurité, donc il faut quand même qu'on sauve un peu les apparences. Voilà. Mais il me semble qu'on doit intégrer dans un projet global de nouvelles relations avec le Maghreb cette idée que le Sahara, pour nous, peut être un point qui nous permettrait de retrouver pied et de reprendre une place centrale qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Qui n'est plus la nôtre, ça c'est indiscutable. L'Algérie, c'est la Chine, premier partenaire économique et commercial de l'Algérie depuis plus de 10 ans. C'est la Chine. Il faudrait qu'il y ait même des régions comme le nord du Maroc, dans le Rif, où la première langue étrangère, bien loin devant le français, c'est l'Espagne. C'est l'espagnol, pardon. pardon. C'est ce que je vous disais, ce que je vous disais tout à l'heure. L'Espagne est en train de prendre pied. Moi, j'ai fait quelques voyages au Maroc récemment et je suis très frappé de voir combien il y a actuellement un développement des relations à tout point de vue avec les Espagnols et au détriment, on le sent bien, au détriment de ce qui se faisait avant avec la France. Le royaume, le royaume est stable. Néanmoins, on parle souvent, j'entends souvent, et je veux avoir votre opinion, si on peut en avoir une, parce que c'est vraiment compliqué, on entend souvent dire que le roi actuel va bientôt passer la main. Est-ce qu'il y a c'est sérieux ou pas sérieux? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans Je la ne suis pas dans les secrets. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, je ne suis pas journaliste non plus, mais ça alimente régulièrement les gazettes, mais il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité. D'abord, la formation du prince n'est pas terminée. Oui, c'est ça. Il a 17 ans ou 18 ans. Il commence à peine ses études supérieures. Donc, il faut qu'il termine sa formation intellectuelle et puis ensuite qu'il se familiarise avec son métier à venir, si j'ose dire. Oui, comme Mohamed V, comme Hassan II avait fait pour Mohamed VI. Il l'avait formé. Absolument. Il a suivi pendant un certain nombre d'années. C'est dans cet espace que la transition dynastique se fera de manière douce, évidemment. Enfin, on n'est plus au XVIIe siècle, mais pas seulement douce, mais qu'elle se fera de manière harmonieuse pour éviter les soubresauts auxquels sont confrontés tous les États qui sont dans des entre-deux. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon parce que ce pays est un pays passionnant, le Maroc est un pays passionnant parce que c'est un pays en définitive beaucoup plus pauvre que l'Algérie et qui aujourd'hui s'en sort plutôt mieux. Alors oui, ça j'ai eu un ami, je ne peux pas le citer, mais qui occupe des fonctions en uniforme en Algérie et qui me disait, qui me confessait quasiment sa tristesse de voir qu'il vaut mieux être un cadre à Casablanca qu'un cadre à Alger. C'est parce terrible. Que la qualité de vie et les possibilités pour une famille de 4 personnes de Casablanca ou d'Alger sont radicalement différentes. Radicalement différentes. Et la dégradation de l'Algérie, son isolement sur le plan diplomatique, l'impasse politique dans laquelle elle se trouve et une économie quand même plutôt délabrée, même si les sous-sols sont riches, c'est une économie délabrée qui n'a jamais cherché, et aujourd'hui moins qu'hier, à faire une transition
Oui. pour diversifier cette économie. Donc le pays s'appuie entièrement, essentiellement sur les revenus des hydrocarbures, Oui. mais cela ne permet pas, et on le voit, il y a des poches de pauvreté en Algérie qui sont terribles. D'ailleurs, il suffit de se promener à Alger, hein. Oui, oui, Le oui, nom, oui. il y a des milliers et des milliers de SDF, de personnes sans abri, notamment, et ça je tiens quand même à le dire, notamment de femmes avec des enfants qui ont été répudiés ou qui se retrouvent à la rue, Oui. conséquence de l'indigence de l'économie et de l'impossibilité pour l'État de venir en aide et au secours de ces familles-là. Donc c'est assez terrible. Humainement, évidemment, c'est insupportable. Et politiquement, on se dit, mais Oui, c'est quel pas- gâchis. Quel gâchis, Oui. à la fois d'abord pour les Algériens eux-mêmes, et puis quel gâchis diplomatique pour cet ensemble. Il n'y a que 2 ensembles au monde dont l'intégration n'est pas une question, ou ne devrait pas être une question. C'est la séparation qu'il y a eu à partir de la guerre en 1950 entre les 2 Corées, parce que c'est le même ethnos. Et là, ici au Maghreb, c'est la même chose. Il y a une continuité berbérophone et culturelle à travers l'islam qui fait que l'intégration régionale ne devrait pas être un problème, si ce n'est les problèmes qui sont posés par les dirigeants. Écoutez, je crois qu'on va conclure là-dessus parce que c'est une magnifique conclusion et qui va au cœur de ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Mille merci, Kader Abdelrahim, Merci pour à vous. être venu partager votre expérience. Hein, et puis, je conseille à tous nos lecteurs, à tous nos auditeurs, pardon, de lire le livre que Kader Abdelrahim a écrit, parce que je pense que ça vous permettra de continuer cette réflexion que nous avons commencé à mener ensemble, hein, sur l'expérience que vous connaissez parfaitement, celle du Maghreb et du Maroc en particulier. Merci. Merci à vous. Hein, et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, encore une belle émission. Ça nous permet de resituer le Maroc et la puissance diplomatique du Maroc aujourd'hui et à venir dans tous les changements que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que cette émission va susciter beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et libre à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Merci, à bientôt. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet, et nous vous en remercions. Et vous pouvez nous suivre à loisir où que vous vous trouviez sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous vous proposons, et en particulier via les podcasts, pour une écoute en toute liberté où que vous vous trouviez.